c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut! Nouvelle étape de cette grande épopée en compagnie de Michael Saylor et Robert Breedlove. L'épisode s'intitule « Économie, inflation, taux d'intérêt et concurrence naturelle ». Un titre qui sonne un peu fourre-tout, mais qui s'organise, tu verras, avec beaucoup de cohérence. À ce propos, je suis curieux de savoir comment nos deux protagonistes préparent leur conversation, parce qu'on sent bien qu'au-delà des 1000 histoires et métaphores de Michael, qui nous font voyager comme jamais à en perdre la notion du temps, l'ensemble paraît minutieusement préparé et donne lieu à de magnifiques conversations structurées qui nous transmettent très efficacement des messages clés. L'échange d'aujourd'hui se concentre en partie sur la question de l'inflation. Resituons-nous dans le contexte, l'année 2021 débute à peine et alors que les signes avant-coureurs d'une hausse majeure de l'inflation crèvent les yeux de nombreux analystes, la plupart des médias mainstream, politiciens et autres représentants des banques centrales peinent à la reconnaître ou refusent d'admettre l'imminence du phénomène. À en croire Saylor, fort pédagogue dans cet échange, non seulement la plupart des membres du gouvernement ignorent cette réalité si évidente pour le commun des mortels, mais plus problématique sans doute, la définition de l'inflation et le calcul permettant sa mesure sont totalement inappropriés pour rendre compte du phénomène. Une blague. Ce panier fixe de biens et services qui sert de base pour le calcul de l'IPC, l'indice des prix à la consommation, est un enfumage en règle. Le phénomène de l'inflation, tu t'en doutes déjà, s'explique et se mesure de façon beaucoup plus adéquate en adoptant un référentiel thermodynamique. Eh oui, il en est ainsi avec Saylor, on y revient encore et toujours à ces notions de conservation d'énergie. Cela dit, tu vas voir, c'est encore un riche épisode, on ne perd pas son temps vraiment. À tout de suite. Robert. Bienvenue à tous pour l'épisode 9 de la série Saylor. Alors que nous nous approchons de la fin de cette grande épopée, nous abordons aujourd'hui quelques facteurs macroéconomiques supplémentaires éclairés d'un brin de philosophie. On va repartir de Bitcoin, innovation élémentaire dont la portée nous est apparue en tout point comparable à celle des technologies primordiales de l'âge de pierre, que sont le feu, l'eau, les missiles. On s'intéressera ensuite à la monnaie fiduciaire, la monnaie fiat, véritable contamination de l'argent qui précipite une décadence socio-économique. Puis on examinera la question des taux d'intérêt, notion souvent mal comprise même par des personnes dites sophistiquées dans leur analyse financière. On prendra un moment pour discuter de la manipulation des prix par les banques centrales. Cela nous mènera à parler concurrence sur les marchés et découvrir la dite loi de décimation et analyser comment celle-ci s'exprime dans la nature au fil des âges. Enfin, nous ferons une petite incursion dans le domaine de la philosophie. Saylor nous confiera comment il a mis en pratique le stoïcisme dans sa propre vie et l'importance qu'il donne à ses principes philosophiques sur les marchés. Nous conclurons par une réflexion autour de l'antifragilité et de cet élan vital au cœur de toute vie. Un nouvel épisode épique en compagnie de l'unique et incroyablement brillant Michael Saylor. On y va. Robert, on peut dire que le but de l'humanité a été de canaliser l'énergie par son intellect. C'est ainsi que nous avons à peu près tout développé. Il y a d'ailleurs cette citation d'Alfred North Whitehead, que je vais paraphraser ici. On conseille fréquemment aux gens de réfléchir avant d'agir, alors qu'en réalité, la civilisation progresse en nous permettant d'exécuter des opérations toujours plus importantes sans avoir même à y réfléchir.
En d'autres termes, c'est en incorporant des actions importantes dans un protocole exigeant moins de réflexion que nous libérons notre esprit pour d'autres tâches. Ce sont les couches successives sur lesquelles nous avons bâti la civilisation. Cette ère numérique dans laquelle nous pénétrons semble être quelque chose de radicalement différent. Un truc aussi profond que la Renaissance, que les Lumières. Qu'en pensez-vous ? Sommes-nous en train de coévoluer avec les outils que nous créons ? Les 500 années à venir nous projettent-elles dans une réalité fondamentalement différente de tout ce qui a été jusqu'à présent ? Michael, je pense que la création de Bitcoin, la création du premier réseau crypto efficace, constitue une force élémentaire, une invention comparable à la découverte du feu, à la découverte de l'énergie atomique ou à d'autres découvertes tout aussi fondamentales dont on pourrait dresser la liste. Un truc intéressant, c'est la science de la stérilisation, tout simplement. Les germes, la médecine moderne et la prise de conscience de l'importance de la stérilisation des instruments et de la manière dont les maladies se propagent. L'immunologie. Une fois qu'on a pigé ça, on est passé d'une espérance de vie de 50 à 70 ans. Parce qu'on a réalisé qu'à chaque procédure médicale, y compris lors d'un accouchement, on s'exposait à un environnement non stérile qui était potentiellement mortel, qui pouvait aspirer l'âme, vous prendre la vie. Le taux de mortalité maternelle était vertigineux, non ? L'espérance de vie moyenne était courte et il nous a fallu cette percée pour réaliser à quel point nous baignions dans les germes et que la solution était très simple. C'était juste lavez-vous les mains, stérilisez vos instruments, combinez tout ça avec des antibiotiques et voilà, l'espérance de vie humaine augmente de 50%. Et si en fait nous étions tout simplement en train de faire tourner notre économie avec de l'argent sale, hein ? Ne serions-nous pas en train d'utiliser une énergie monétaire qui saigne, ce qui reviendrait ni plus ni moins à opérer nos patients avec des instruments non stérilisés et à les laisser dépérir sous nos yeux sans comprendre pourquoi. La signification et l'importance de Bitcoin, c'est ça. On tire un trait sur les monnaies défectueuses, on tire un trait sur celles qui sont juste inefficaces et qui saignent à raison de 2, 3, 4% par an, et sur les monnaies carrément toxiques qui perdent 10 à 15% de leur valeur par an. L'utilisation d'argent toxique, en quoi est-ce fondamentalement différent d'une opération au moyen d'instruments couverts de pathogènes ou d'une alimentation toxique, hein ? Je nous imagine dans cette percée vers un nouveau monde. On stérilise nos instruments, on crypte notre monnaie, on adopte la science de l'énergie économique non toxique. Marie Curie est morte d'un cancer empoisonné par les radiations. Il n'avait alors aucune idée que les radiations tuaient et provoquaient le cancer. Et encore tant de fondamentaux du vivant que nous ignorons. La découverte de la toxicité du sucre fut une avancée majeure en matière de santé. Ma mère l'ignorait complètement. Alors que la sagesse populaire et les préconisations officielles recommandaient une alimentation combinant les 4 groupes alimentaires et un régime pauvre en matière grasse, on prétendait que l'amidon et le sucre étaient bons pour la santé. Et bien sûr, nous savons maintenant qu'un excès d'amidon et de sucre vous rendent résistant à l'insuline, ce qui conduit au diabète de type 2 et au cancer. C'est ainsi que ma mère est devenue diabétique, qu'elle a pris du poids, qu'elle a eu un cancer. On trouvait ça malheureux. Les médecins se lamentaient de ne pas connaître l'origine du problème. Le cancer, ce terrible truc qui vous tombe dessus comme ça. Vraiment triste. Alors, si je pouvais remonter dans le temps, je dirais, je sais exactement pourquoi cela se produit. Et je sais précisément comment résoudre le truc maintenant. On arrête le sucre et l'amidon, on arrête de manger sans arrêt. Moi, je mange rien avant 13h. Je m'alimente dans une fenêtre de 8 heures et je peux passer 2 à 3 jours sans manger. Je pratique le jeûne et je ne bois rien de sucré. Vous voulez vivre longtemps ? Vous intoxiquez pas avec du sucre, c'est toxique. Les instruments non stérilisés sont toxiques, les germes sont toxiques. Nous avons tué George Washington, on l'a saigné à mort, toxique. La monnaie est toxique. Fondamentalement, le problème c'est ça. L'argent est toxique. C'est le mal à la racine de l'inflation. On ne cesse de se persuader qu'il n'y a pas d'inflation parce qu'on se concentre sur un panier de biens de consommation. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on exclut les aliments et l'énergie du panier de biens de consommation en expliquant « Nous avons exclu les aliments et l'énergie hautement volatiles de l'indice ». Eh bien,
hautement volatiles, ça signifie que ça a augmenté. Si vous les incluiez, le chiffre changerait. En d'autres termes, la volatilité, c'est le signal. Nous avons exclu de notre indice des prix tout ce qui change réellement de prix. Ça, c'est littéralement un Jedi mind trick, une triple manipulation de l'esprit de haut niveau. Figurez-vous, c'est comme si on se disait on a un indice des prix à la consommation dont on a exclu les prix qui s'écartent de l'indice. Ok, pour commencer, notons que l'inflation n'est pas un scalaire mais un vecteur. Un vecteur à n dimensions qui change dynamiquement dans le temps. Alors qu'avec ce panier de biens que vous estimez que nous désirons, vous venez de créer un scalaire. Ouais, votre panier de biens est ce que je veux, mais il n'inclut pas les actifs. Non, je voudrais jamais acheter d'actifs. Seuls les riches achètent des actifs. Les pauvres n'en achètent pas. Mais comment les pauvres peuvent-ils donc devenir riches? En acquérant des actifs. Voilà comment on peut s'extraire de la pauvreté et devenir riche. J'y suis pas parvenu sans faire l'acquisition d'actifs ou sans en créer. Soit vous les créez, soit vous les achetez. Ainsi, c'est l'ensemble du domaine de l'inflation qu'il faut revoir. Et l'ironie, c'est que 99% des économistes qui en parlent ont déjà adopté l'idée que la notion de panier de biens de consommation et de services est acceptable, tout comme il est acceptable d'en exclure l'énergie et les biens. Jamais entendu un économiste déclarer « Pourquoi ne définirions-nous pas réellement toutes ces choses qu'un jeune de 22 ans qui travaille voudra s'acheter d'ici l'âge de 32 ans ?» En voici une, la retraite anticipée. Ouais. Disons que je veux me préparer à une retraite anticipée à 32 ans. Comment je m'y prends? Va falloir que je m'achète une obligation capable de me rapporter 75 000 $ par an d'intérêt sans risque et que ces 75 000 $ couvrent mes dépenses courantes annuelles. Avec un taux d'intérêt à 7%, ça me coûterait $1 million. Si le taux passe à 0,7%, il me faudra des millions de dollars. Entre 2010 et 2020, le taux d'intérêt sur une obligation d'État à 10 ans a baissé de 60 points de base. Cela veut dire que l'obligation est passée de $1 million à 10 millions de dollars. Ce qui signifie que le jeune homme de 22 ans a souffert d'une inflation de 22% lors de sa retraite anticipée. Mais vu que l'actif en question ne figure pas dans le panier, parce que c'est pas le genre de truc que vous voudriez leur donner aux gens, il n'y a pas d'inflation. On peut suivre l'évolution du taux d'inflation dans 1 millier de pays différents en partant de ce principe simple que l'inflation correspond à un panier de produits, de services ou d'actifs. Cela revient à dire peut-être bien que le soleil tourne autour de la Terre et peut-être bien que c'est le contraire, on n'a qu'à regarder ce qui se passe. Quelqu'un s'est-il demandé si le panier devait ou non inclure des actifs ou des produits et services? Personne ne remet en question le principe le plus élémentaire. C'est la funeste règle de la propagande que l'on attribue au nazi Joseph Goebbels, comme à Ogilvy d'ailleurs. Donc on peut peut-être bien penser qu'elle est apocryphe, cette fameuse règle. Et elle dit la chose suivante. Tous nos groupes de discussion nous montrent qu'on ne peut pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser. On peut par contre leur dire ce à quoi penser. Il m'est impossible de vous faire changer d'avis une fois que vous vous êtes fait une idée, votre opinion. Mais je peux vous amener à vous concentrer sur un truc, un sujet donné, de telle sorte que si je continue à parler d'inflation, d'IPC, d'indice des prix à la consommation, qu'elle n'a pas augmenté et que c'est ainsi qu'elle est calculée, c'est pas demain la veille que vous entendrez 100 millions de personnes réclamer ce qu'on voulait vraiment acheter, c'est une retraite anticipée. J'ignorais totalement que je pouvais acheter ce produit. Je pouvais même pas le concevoir en fait. Si. C'est un produit que vous pouvez acheter. Il s'agit d'une obligation d'État à 30 ans qui vous rapporte 6% d'intérêt dans un environnement non inflationniste. Une retraite sans risque. Vous pouvez l'acheter. À l'heure actuelle, le problème est qu'à 140 points de base, cela vous coûterait 30 millions de dollars pour 60 000 $ par an. Comment faire avec un salaire de 75 000 $ par an en économisant 15 000 $? Si je gagne 500 000 $ par an et que j'économise 100 000 $, vous savez, je paye 200 000 $ d'impôts, je gagne 300 000 $, j'économise 100 000 $. Bon, si j'économise 100 000 $ pendant 20 ans, ça me fait 2 millions de dollars. Mais en investissant tout ça dans une obligation d'État à 60 ou 100 points de base, vous n'obtenez rien.
Le problème provient donc du fait que l'inflation est mal définie. La façon adéquate de l'envisager est la suivante. Chaque produit, service ou actif a un coefficient d'inflation. Et ce coefficient, c'est le taux auquel le prix changera lorsque j'injecterai de la monnaie fiduciaire dans le système monétaire. Les coefficients varient donc en fonction de la rareté de l'actif, de la demande de l'actif, du contenu informatif de l'actif, du coût matériel et du coût variable de l'actif et de sa modularité. Si je peux produire un actif 1 million de fois dans une usine, il sera moins inflationniste parce que le coût fixe est plus élevé et le coût variable plus faible. Les téléphones mobiles ne seront pas inflationnistes parce que tout est dans l'usine. Les logiciels ne seront pas inflationnistes non plus parce qu'il n'y a pas de coût variable. L'écoute de musique en streaming sur Amazon Music ou Apple Music ne sera pas inflationniste parce que je peux l'écouter 1 milliard de fois. Un Picasso sera inflationniste parce qu'il n'y en a que 20, 50 ou 100. Le meilleur terrain de 2 hectares en front de mer à Miami Beach sera inflationniste dans la mesure où les gens veulent être à Miami Beach. Le même terrain de 2 hectares dans l'Ohio n'est pas inflationniste parce qu'il y a beaucoup de terres dans le monde. Les seules terres que les gens veulent se trouvent au beau milieu de New York, au milieu de Londres, dans les Hamptons, à Miami Beach, au cœur de Los Angeles ou de San Francisco, au milieu de Tokyo. Survolez le pays en avion. Regardez en bas. Vous verrez qu'il y a bien assez de terre pour parquer 10 milliards d'habitants chacun sur une parcelle de 2 hectares. Faut juste qu'il y ait de la demande et que le bien soit rare. Robert, puis-je vous poser une question à ce sujet ? Donc ce coefficient d'inflation, à mon sens, serait le produit de la rareté du bien ou du service par rapport à la rareté de la monnaie dans laquelle il est libellé. De telle sorte que si l'offre monétaire dépasse la production du bien ou du service, le prix de ce dernier augmentera, n'est-ce pas ? Ce n'est donc pas juste une variable, l'IPC n'est pas l'inflation, non. Chaque chose possède son propre taux d'inflation. Le deuxième aspect de cette question est pourquoi le discours autour de l'inflation est-il si déformé ? Pensez-vous que cela puisse être intentionnel de la part de gouvernements si endettés ? Je ne vois dans l'inflation aucun avantage équitable. C'est purement un mécanisme de redistribution de la richesse et je ne comprends pas pourquoi le discours est si déformé. Michael, il y a 200 ans, les gens considéraient qu'ils devaient saigner abondamment George Washington pour sauver sa vie. Et tout le monde s'accordait là-dessus. Tout l'enjeu des changements de paradigme, c'est que tout le monde était d'accord sur le fait que le soleil tournait autour de la Terre. Tout le monde était d'accord sur le fait que le monde était plat. Tous s'accordaient sur le fait que les humains ne voleraient jamais. Tout le monde est d'accord sur des choses jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ont complètement et totalement tort. Donc, dans ce cas précis, j'injecte une quantité importante de liquidité dans le système. Disons qu'il y a 50 000 milliards de dollars d'énergie et que j'injecte 10 000 milliards de dollars dans le système. Il y a donc toujours 50 000 milliards de dollars d'énergie. Mais maintenant, la monnaie est diluée de 20%, n'est-ce pas ? Donc si j'ai un produit et que je peux en mesurer le contenu énergétique pur, alors si c'est de l'énergie pure à 100%, son prix doit augmenter de 20% si j'augmente l'offre monétaire de 20% en supposant qu'elle soit complètement liquide et demandée. Quel serait un bon exemple de cela ? Peut-être une obligation, un instrument financier pur, quelque chose qui... Robert, un faux filet. Michael, quelque chose de tangible et qu'il vous est impossible de produire avec moins d'énergie. La preuve de travail dans Bitcoin. S'il me faut une quantité tangible d'énergie pour produire cette chose, son coefficient d'inflation sera d'environ 100%. A contrario, prenons le coût de production d'une vidéo en streaming sur YouTube, la quantité d'énergie associée est de 1% de la valeur ajoutée ou de la valeur d'utilisation. 99% de la valeur d'utilisation est de l'information non rare, donc cela a un coût variable de 1%. Un iPhone a un coût variable de 30, 35, 40%. Chaque chose a un coût variable différent. L'or a un coût variable beaucoup plus élevé, n'est-ce pas ? Parce qu'il conserve son énergie. Donc en analysant toutes ces choses, vous êtes en mesure de calculer différents coefficients d'inflation et donc différents taux d'inflation pour une multitude de choses. Les taux d'inflation à New York, Manhattan, seront différents de ceux qu'on trouvera dans les terres agricoles du Kansas. Ça sera différent. Donc impossible de dire « Oh, cette classe d'actifs !» Non,
Il y aura des taux d'inflation différents sur différentes actions. Donc je pense que l'erreur pernicieuse que tout le monde fait est de ne pas vraiment réfléchir à la densité énergétique et à la densité d'information de leurs produits, services et actifs. Ils ne leur appliquent pas la loi de la conservation de l'énergie. Si cette loi s'applique, lorsque j'augmente la masse monétaire de 20% et si l'énergie est constante, alors toutes les valeurs doivent changer. Si elles n'ont pas changé sur les produits déflationnistes, elles ont dû changer plus sur autre chose. Donc impossible d'imprimer 10% d'argent en plus sans avoir de l'inflation. Ce qui se passe, c'est juste, nous choisissons de ne prendre en compte que 1% des choses qui subissent l'inflation, les actifs déflationnistes, nous les mettons dans un panier. Et c'est presque trop facile. Si je peux dégager tous les actifs, toutes les propriétés immobilières, toutes les actions, toutes les obligations, puis dégager l'énergie et la nourriture, comment pourriez-vous générer de l'inflation ? Parce que vous pourriez imprimer des milliards et des milliards de dollars sans pour autant que le coût de Twitter et YouTube en streaming gratuit augmente. Robert, vous dégagez du panier tout ce qui change. Donc ça va complètement à l'encontre du but recherché. Michael. Donc en fin de compte, il n'y a pas de repas gratuit. Et l'inflation qui nous est rapportée est une mesure sans intérêt. Je considère que c'est une mesure métaphysique artificiellement définie pour fournir un certain réconfort. Et ça fonctionne. Non seulement la grande majorité des gens estiment qu'il n'y a pas d'inflation, mais vous trouvez des politiciens qui se lamentent littéralement de ne pas parvenir à produire de l'inflation et de l'importance d'en créer, alors même qu'ils gonflent tous les actifs rares sur Terre au point que plus personne n'a les moyens de... Regardez-moi, Robert, je suis un homme riche, très fortuné, pas moyen d'acheter une maison dans les Hamptons. Quand je vois tout ça, je me dis, mais bon sang, qui paie 47 millions de dollars pour ça ? Ils vendent des maisons à 25 millions de dollars sur 1 hectare. Je me dis, mais vous êtes complètement barrés. Ou sinon, vous allez à New York. Et là, il y a des gens qui lâchent 25 millions de dollars pour un appartement de 450 mètres carrés. 55 000 dollars le mètre carré. Ben, c'est complètement obscène. Et ce que l'on constate donc, c'est que nous subissons une inflation de 10 à 20% depuis une décennie. Et qu'elle se loge juste sur tous les actifs de luxe dont la valeur énergétique est élevée. C'est quoi la définition de rare, Peut-être que la définition de rare, c'est qui possède une forte valeur énergétique. Car si je pouvais en produire 1 milliard, 2 milliards pour la même unité d'énergie, je devrais diluer l'énergie, n'est-ce pas ? Robert. Exact, il suffit donc de prendre des choses difficiles à produire. Donc l'or et le bitcoin subissent tous deux l'inflation. Je dirais que c'est un mensonge. Non, je suis pas sûr de l'intentionnalité, ça on peut en discuter, mais c'est certainement un mensonge que l'IPC soit l'inflation. Et il semble que ce soit utilisé pour dissimuler ce vaste système de vol qu'est l'inflation monétaire. Michael, je ne suis même pas sûr qu'ils réalisent que c'est du vol ou qu'ils le font consciemment. Je suis à moitié convaincu que 80% des personnes au gouvernement n'a pas conscience du fait que la mesure de l'inflation est erronée et sans intérêt. C'est comme si j'étais en train de me brûler à mort et que je calculais la température sur le plan de travail à 2 mètres de distance. Je suis en train de brûler et je me dis qu'il faut que je baisse encore un peu le thermostat. C'est comme si je ne ressentais pas la douleur. Et tout cela nous conduit naturellement à cette question des intérêts, n'est-ce pas ? Si vous imaginez que l'inflation ne va pas arriver, vous continuez à imprimer de l'argent et à faire baisser les taux d'intérêt. Le problème auquel nous faisons face, c'est vraiment une guerre contre la monnaie, une guerre contre le temps. Nous rendons toxique l'argent que vous détenez. Une fois que vous comprenez que le taux d'inflation réel est de 10 à 15% parce que c'est ainsi que les actifs la subissent, alors vous réalisez que toute monnaie que vous détenez draine de l'énergie de votre vie à raison de 10% par an. C'est presque comme si je mettais une batterie qui se décharge de 1 à 2% par mois. Plus moyen de stocker de l'énergie. Vous savez quelle autre métaphore permet de décrire ce qui se passe dans le corps humain lorsqu'on est incapable de stocker de l'énergie ? Robert, c'est comme si je vous prenais et que je vous larguais au beau milieu du cercle arctique à une température de moins 20 degrés. Votre corps commencerait à perdre de l'énergie à vitesse grand V et vous gèleriez à mort. C'est littéralement comme si j'entrais dans votre bureau et que je baissais la température de 20 degrés et que je vous congelais à mort en extrayant de votre peau toute l'énergie. Et comment réagissez-vous ? Vous vous isolez, vous vous couvrez, n'est-ce pas ? Mais qu'allez-vous faire si vous ne pouvez pas le faire ?
Si vous êtes une personne riche, vous vous mettez un manteau de fourrure, ok ? Ou peut-être vous êtes suffisamment intelligent pour prendre conscience de ce qui se passe. Que font les personnes riches ? Je les largue dans l'Arctique. Eh ben les voilà qui montent dans leur jet privé et s'envolent vers les Caraïbes où il fait bien chaud parce qu'ils peuvent se le permettre. Et si vous êtes pauvre, que faites-vous ? Je vous largue dans l'Arctique, ou pire encore, je vais dans votre ville natale et je baisse simplement la température à 20 degrés en dessous de zéro, et pas moyen de partir pour vous. Mais vous savez, c'est comme si je vous congelais lentement à mort. Je le fais pas rapidement. Vous ne réalisez même pas que cela se produit si ça se fait à un rythme suffisamment lent. On est dans la situation où je sais que je travaille dur, mais je stagne. Je travaille comme un fou, mais j'arrête pas de stagner parce qu'à chaque fois que je mets de l'argent à la banque, le prix de tout autour de moi continue d'augmenter. Le prix d'une maison à Miami Beach était de $1 million dans la rue où j'habite. Puis c'est passé à 2, 3, 4, 5, 8, 10 millions de dollars. Je parle pas de chaque décennie, non, je parle de chaque année. Je parle de 2000 à 2010. Pendant ces 2 mandats, on a imprimé de l'argent tellement rapidement qu'on a eu ce boom immobilier et que tous les propriétaires de maisons s'en réjouissaient. Ils refinançaient leur maison. Mais vous regardez et vous vous demandez, mais comment est-il possible que des gens aient acheté cette maison en 1998 pour $1 million et qu'on me demande de payer $10 millions pour la même maison ? Si vous travaillez pour de l'argent liquide, c'est ce que Pompe dirait, si vous travaillez pour de l'argent liquide et que vous payez des impôts et que vous mettez de l'argent à la banque, alors vous souffrez de l'inflation. Robert, c'est de l'impôt caché. Michael, on vous vole votre énergie vitale. Ce qui nous ramène à la question du rendement réel. Si le rendement nominal est de 1,5% sur les bons du Trésor à 30 ans ou de 0% sur les instruments à court terme, et si le taux d'inflation des actifs combinés à tous les actifs liquides, actions, obligations, etc., s'élève peut-être à 15% en ce moment, probablement 12, 13, 14, 15%, disons 10% pour être gentil, eh ben vous obtenez un rendement réel de moins 10%. Et ce chiffre, vous ne l'avez jamais vu, ce chiffre imprimé dans aucun média public. Personne n'oserait dire qu'on a un rendement réel négatif de moins 10%. Ça créerait une panique. Mais si vous concevez qu'on a un rendement réel négatif de moins 10%, que se passe-t-il ensuite ? Vous réfléchissez et vous vous dites « Eh bien, si mes flux de trésorerie de l'action n'augmentent pas de plus de 10%, c'est dilué. La seule action que vous pouvez acheter et sur laquelle vous allez gagner est celle dont l'entreprise est capable de faire croître ses flux de trésorerie de plus de 10% par an, n'est-ce pas ? Et ensuite, vous devez l'acheter à un prix décent. Donc si vos flux de trésorerie augmentent de 20 à 30% par an, c'est peut-être une bonne affaire. C'est pourquoi les gens aiment les entreprises technologiques comme Facebook ou Google ou Amazon, parce qu'elles sont parvenues à le faire pendant un certain temps. Je ne sais pas si elles seront capables de le faire à l'avenir. C'est beaucoup plus difficile. Au cours des 36 prochains mois, il semble beaucoup moins probable que vous verrez des flux de trésorerie de 20%. En verrez-vous de 10% ? Je ne sais pas. Quel pourcentage du S&P 500 fera croître ses flux de trésorerie de plus de 10% cette année ? Aucun ? 5% ? 10% ? Probablement pas plus de 10%, n'est-ce pas ? Nous pourrions le calculer, mais si vous ne réussissez pas à le faire, alors vous êtes dilué. Bien sûr, cela signifie que toutes les obligations à taux fixe qui ne génèrent pas 10% se trouvent diluées à long terme. Et Bitcoin là-dedans. Bitcoin a un rendement réel positif, car vous n'êtes pas frappé par cette dépréciation de la monnaie de moins 10%. Voilà, c'est tout pour le premier des 2 volets de cet épisode, et je serai sans doute assez court aujourd'hui dans mon commentaire pour changer. L'émotion qui domine mes pensées à présent, c'est une forme de satisfaction, peut-être bien même de l'apaisement. Un sentiment qui naît, je crois, de l'équilibre subtil qui caractérise le discours de Saylor, une forme de balancement entre, d'une part, une pensée affirmative, pleine de conviction, que certains jugeront radicale et catégorique, qui vise, à mon sens, simplement à appeler un chat, et là, je pense par exemple à sa tirade sur le sucre et sur l'aberration que constitue la définition et le calcul de l'inflation. Et d'autre part, une forme de prudence, de retenue dans l'analyse des ressorts ultimes de la résistance au changement des décideurs et de la population en général. Alors là où on serait tenté, moi le premier, de lire dans cette résistance l'opposition consciente à une démarche de vérité justifiée par la protection d'intérêts particuliers,
Saylor nous rappelle à quel point il est difficile d'être lucide, d'abandonner l'ancien et d'embrasser l'inconnu lors de ces phases critiques que sont les changements de paradigme. Il n'y a pas de raison de douter que les mecs ont vraiment cru soigner Washington alors qu'ils le saignaient à blanc, que la Terre était plate, qu'on ne pourrait jamais voler dans les airs, etc. Alors, on comprend pourquoi ils sont si nombreux à tarder encore à reconnaître les nombreux méfaits du sucre en excès sur notre métabolisme et notre psychisme. De même, à travers ce prisme, on imagine sans mal que la plupart des experts et décideurs politiques peinent à envisager que la théorie économique actuelle et les pratiques monétaires qu'elle induit puissent avoir sur la société l'effet de scalpels chirurgicaux souillés sur un patient anesthésié. La prise de conscience d'une telle toxicité systémique est l'aboutissement d'un effort hautement pénible et contrariant. Je pense notamment à tous ces gouvernants, politiciens et intellectuels qui, dans ce processus, se trouvent rapidement contraints de reconnaître la responsabilité qui résulte de l'adhésion à des principes de base fallacieux. Donc, j'entends dans cet épisode comme un rappel du fait que nous sommes tous ignorants, chacun à notre niveau, et que le plus souvent, ça nous coûte grandement d'ouvrir les yeux, surtout si notre statut économique et social dépend de garder bien fermées nos œillères. L'idée de ne pas violemment jeter la pierre, ou de ne pas lapider l'adversaire immédiatement en tout cas, me plaît. Mais je reconnais aussi que cette position qui laisse le bénéfice du doute aux pouvoirs établis et à tous les partisans du statu quo a de quoi irriter, pas vrai ? C'est pas satisfaisant du tout. Non, voilà pourquoi Breedlove interroge très justement Saylor sur la notion d'intentionnalité. Ok, on peut comprendre que la majeure partie des gens soient complètement ignorants du gigantesque gap, de cet écart énorme entre ce qu'on nous blablate sur l'économie en général et sur l'inflation en particulier, et ce qui se passe vraiment. Ok, la plupart des gens n'ont ni le temps ni l'envie de creuser des sujets sur lesquels ils estiment n'avoir de toute façon aucune prise, ignorant qu'ils sont du refuge contre l'inflation que Bitcoin constitue. Ok, clémence donc pour la grande majorité. Comment pourrait-il imaginer que l'immense majorité des experts intervenant sur leur chaîne de radio-télé soit à ce point à côté de la plaque ? Il ne s'agirait pas de virer conspirationniste. Non mais parmi les gens qui sont aux manettes, il y a bien des gens qui comprennent, qui agissent sciemment, qui protègent les intérêts des puissants aux dépens de tous, non ? Bah ouais, difficile d'envisager le contraire. C'est juste un comportement humain. On n'est pas des anges. Et il y a bien du mensonge colporté pour figer les choses. On lui donne un vernis académique, le voilà doté d'une légitimité toute scientifique. Le mensonge devient ce message asséné à répétition, le narratif ambiant, inoffensif apparemment, qui, suivant les principes de la propagande, nous leurre en canalisant notre attention là où il n'y a rien à voir. Il y a les mensonges, et puis comme le rappelle Saylor, ils sont encore si nombreux ces fondamentaux du vivant qu'on ignore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu l'as bien compris, l'inflation, c'est un vecteur à n dimensions, pas un scalaire. Et ton panier de la ménagère, si t'en dégages tout ce qui coûte de plus en plus cher, tout ce qui est dense énergétiquement, il reflète tout, sauf l'inflation. Et l'inflation, si c'est un thème que tu veux creuser encore, en t'appuyant sur des sources variées à différents niveaux de complexité, va faire un tour sur le site BTC Touchpoint en suivant le chemin onglet parcours, cadran comment j'utilise Bitcoin, thématique principaux cas d'usage, sujet couverture contre l'inflation. Voilà, je te souhaite une excellente journée, une bonne soirée, à très bientôt. Ciao.